Bonsoir à tous. François Hollande, président de la République, c'est maintenant, ou plutôt demain matin. Le nouveau chef de l'État démarre en trombe une semaine cruciale, prise de fonction, désignation de son Premier ministre, car c'est lui qui livrera la bataille des législatives, et surtout, première rencontre avec Angela Merkel. Cette simple première journée du quinquennat mérite un débat à elle toute seule. Voici donc nos invités. Bruno Le Maire, ministre de l'Agriculture, encore pour quelques heures, et délégué général au projet de l'UMP, Harlem Désir, député européen et numéro 2 du Parti socialiste, Marielle de Sarnez, vice-présidente du MoDem et députée européenne, Clémentine Autain, porte-parole du Front de gauche, Noël Mamère, député Europe Écologie Les Verts et maire de Bègles, et enfin Florian Philippot, porte-parole du Rassemblement Bleu Marine, c'est l'étiquette du Front National pour ces législatives. Et d'ailleurs, pour ceux d'entre vous qui sont candidats, je précise que ce débat n'a pas vocation à évoquer vos circonscriptions. Si c'est le cas, nous sommes obligés de citer l'ensemble de vos adversaires et leur formation. Et puis je rappelle à nos téléspectateurs qu'ils peuvent suivre cette émission sur Internet, en streaming, sur notre site francetv.fr 2012 et réagir sur les réseaux sociaux. Certains de vos commentaires seront ce soir diffusés à l'antenne. Harlem Désir, on a le sentiment que la vraie prise de fonction de François Hollande a lieu demain, mais à 17 h et à Berlin. Est-ce qu'on se trompe ? En tout cas, c'est vrai que le bonheur est studieux pour François Hollande, comme pour nous tous, depuis le 6 mai dernier. Et après la fête, tout de suite est venu le temps d'apporter des réponses à la situation de notre pays et aussi à la situation de l'Europe. D'ailleurs, François Hollande a immédiatement été contacté par tous les leaders européens, par tous les leaders internationaux d'ailleurs, à commencer par le président Obama, la présidente du Brésil. Mais c'est vrai que c'est d'abord en Europe que sa campagne a eu un écho en ce qui concerne les politiques économiques qui doivent être menées. Et déjà, avant même qu'il entre en fonction, on voit que le simple fait qu'il ait dit qu'il fallait d'autres politiques qui soutiennent enfin la croissance et que l'austérité ne pouvait pas à elle seule être une réponse à la crise, a changé les termes de la discussion en Europe. Et donc demain, oui c'est vrai, c'est une nouvelle relation entre la France et l'Allemagne qui doit s'établir, plus équilibrée et qui mette la force de nos deux pays au service d'une nouvelle perspective en Europe qui permette au peuple d'adhérer de nouveau à l'Europe. Alors nous allons y revenir, mais Bruno Le Maire, la croissance est en tout cas une idée qui fait visiblement son chemin en Europe et François Hollande est moins isolé que vous ne le disiez. Est-ce que vous vous êtes trompé ? Non, pas du tout. Je ne crois pas qu'on se soit trompé dans notre diagnostic. La raison de la crise en Europe, c'est quoi ? C'est principalement l'excès de l'endettement public et l'excès des dettes publiques. Il faudra réduire les dépenses publiques. Et après le temps des promesses, celui des campagnes, va venir très rapidement le temps des réalités. La réalité, c'est que l'Allemagne veut la réduction des dépenses publiques, et elle a raison, car c'est une nécessité pour réduire la crise. Et les solutions que propose François Hollande, qui sont plus de dépenses publiques, l'augmentation par exemple de l'allocation de rentrée scolaire immédiatement, les cadeaux, les promesses, ce n'est pas la bonne solution. Moi, je souhaite évidemment que François Hollande, qui vient d'être élu président de la République, puisse réussir au service de tous les Français, parce que c'est l'intérêt national. Mais il ne suffit pas de dire croissance, 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 en sautant comme un cabri sur son fauteuil pour que la croissance vienne. La croissance, c'est des produits qu'on vend, qui sont compétitifs et qui sont performants par rapport à ceux de nos concurrents. Est-ce qu'après la défaite d'Angela Merkel hier aux élections régionales, vous ne constatez pas que tout simplement le rapport de force a changé ? Ce n'est pas une question de rapport de force politique ou de querelle politicienne. C'est une question de réalité économique. L'Europe a dépensé trop d'argent public. L'Europe a vécu à crédit. L'Europe, désormais, doit réduire ses dépenses publiques. On parle d'austérité, ce n'est pas de l'austérité. Il s'agit de les réduire progressivement, de faire attention à ne pas dépenser plus d'argent qu'on en gagne. C'est de la simple gestion de bon père de famille qu'il faut que l'Europe engage. Ensuite, qu'on fasse des politiques pour la croissance en Europe. Oui, bien sûr, mais il faut s'entendre là-dessus. Et vous verrez que derrière le mot croissance, croissance, il y a des réalités de compétitivité, d'innovation, de technologie, d'amélioration de nos produits qui sont seuls créateurs de croissance et d'emploi pour la France et pour les Français. Alors, avant qu'on fasse un premier vrai tour de table, juste une précision quand même, Harlem Désir. S'il vous plaît, dites-nous la vérité. Le président veut-il renégocier le pacte budgétaire, le fameux pacte budgétaire, ou seulement trouver un compromis ? C'est pas la même chose. Il faut trouver un compromis pour le renégocier et le compléter. Vous savez, la réalité, c'est que ce qui s'est passé... Donc ça s'appelle un compromis.
Oui, mais bien sûr, Ah, en Europe, il faut des compromis. Mais précisément, ce qui s'est passé ces dernières années, c'est que, en contrepartie du soutien politique, vous connaissez bien l'Europe, vous connaissez bien l'Allemagne, Monsieur le maire, mais quand on va demander à la chancelière allemande le soutien de Madame Merkel à Monsieur Sarkozy, elle était même censée venir dans des meetings. Finalement, elle n'a pas trouvé l'adresse, mais enfin, c'était bien l'intention. Eh bien, c'est vrai qu'on n'est pas en position de tenir fermement sur ce qu'était un certain nombre de demandes habituelles de la France, sur le renforcement du rôle de la Banque centrale, sur les eurobonds pour faire face à la dette dont vous avez parlé, c'est vrai, c'est sérieux, mais aussi lutter contre la spéculation, sur la taxe sur les transactions financières, sur la régulation des marchés financiers, le rôle de la Banque européenne d'investissement. Sur tous ces terrains, vous avez renoncé à défendre des positions qui sont de l'intérêt de la France, mais de l'intérêt commun de l'Europe, en contrepartie d'une alliance électorale qui d'ailleurs ne vous a pas été très utile. Alors c'est vrai que demain, il y aura une rencontre qui se fera sur une nouvelle base. Ce n'est pas un bras de fer, ce n'est pas un match de foot entre la France et l'Allemagne, c'est la recherche d'un nouveau compromis dynamique au service de l'intérêt de l'Europe et au service de l'intérêt général de nos deux pays. Juste rapidement, Jacques, on termine ce premier tour. Vous l'avez dit, je connais bien l'Allemagne. Moi, je suis prêt à prendre tous les paris avec vous. Madame Merkel, les Allemands, comme une grande majorité d'États européens, ne céderont pas sur le volet réduction des dépenses publiques et retour à l'équilibre dans le cadre du traité tel qu'il a été conclu. Tout simplement parce que c'est le bon sens. L'Europe doit dépenser moins d'argent, l'Europe doit dépenser ce qu'elle gagne et pas plus. Sinon, nous allons nous retrouver dans la situation de la Grèce ou de l'Espagne. Sur le volet croissance, un mot simplement. Nicolas Sarkozy est le premier à avoir réclamé de la part de l'Allemagne la gouvernance économique de la zone euro. Le premier à avoir essayé de faire bouger les lignes sur la Banque centrale européenne. Vous verrez que c'est difficile. Je souhaite une fois encore que dans l'intérêt général, cela réussisse et qu'on puisse avoir à la fois le volet réduction de la dépense, retour à l'équilibre, règle d'or que nous avons défendue, mordicus, et de l'autre côté, croissance avec derrière des mesures très concrètes. Mais c'est l'un et l'autre, pas l'un ou l'autre. Et je compte sur vous pour que nous n'ayons pas ce soir un face-à-face Bruno Le Maire, Harlem Désir, même s'il est intéressant, puisque nous sommes 6 autour de cette table. Clémentine Autain, croyez-vous que François Hollande va parvenir, on va dire, à résister à la chancelière, comme Jean-Luc Mélenchon lui a demandé ce week-end? Je l'espère en tout cas, parce que je pense que dans l'intérêt des peuples d'Europe, il faut résister parce qu'il faut profondément refonder l'orientation politique de cette Union européenne qui aujourd'hui marche sur la tête, il faut bien dire, et depuis un moment. Je veux dire, c'est pas simplement le traité Sarkozy-Merkel qu'il faut renégocier, c'est le traité de Lisbonne qui est déjà la base des politiques néolibérales qui nous conduisent dans le mur. Donc l'architecture à renégocier, elle est de haut niveau et je pense qu'il faut mener un certain nombre de ruptures. C'est ce que nous avons défendu. Là, vous vous attaquez aux fondations de la maison, hein. Oui, mais la maison est en train de s'écrouler. Je suis désolée, mais le peuple grec est ainsi. Mais partout ailleurs, on voit bien que ces politiques qui ont laissé la main au marché financier et qui ne permettent pas aux États d'intervenir, qui tournent le dos à la solidarité et qui mettent en concurrence les peuples au détriment, y compris de la démocratie, car l'architecture démocratique fait défaut aujourd'hui dans l'Union européenne. Eh bien, si on ne change pas ça, je crains que le désamour à l'égard de l'Union européenne grandisse. Or, nous avons besoin d'Europe. Donc, c'est au nom de l'Europe et des peuples européens qu'il y a la nécessité d'aller de l'avant et pour obtenir un bon compromis. François, sois fort. Non, mais pour avoir un bon compromis, pour justement arriver à ce compromis-là, pour faire en sorte que la Banque centrale européenne ne soit plus indépendante, mais bien l'outil des politiques et puisse prêter directement aux États, pour faire en sorte qu'il y ait de la régulation ferme des marchés financiers, pour faire en sorte qu'il y ait de la solidarité et que les droits sociaux soient harmonisés par le haut. Je peux vous dire qu'il y a du boulot. Et pour ça, il faut sortir de la logique de l'austérité qui nous mène dans le mur. Juste un mot pour répondre à Monsieur le maire, parce que ça commence à bien faire cette affaire. De bon sens, de bien entendu au nom de la dette, il faut continuer à aller dans le mur. La Grèce, par exemple, c'est 9 plans de rigueur. Et au bout de 9 plans de rigueur, il faut quand même observer le résultat. Non seulement les inégalités se sont creusées, la paupérisation est en marche, la récession économique est au rendez-vous, mais pire que pire, de votre point de vue, les déficits publics se sont creusés considérablement puisque vous savez qu'ils représentent aujourd'hui 170% du PIB et ils étaient à 120% il y a quelques années. Donc ces recettes-là ne marchent pas. Donc soit on continue à aller dans le mur comme c'est le cas, soit on décide de profondément réorienter les politiques économiques et sociales de l'Union européenne et aussi la marche démocratique. Il veut quand même dire combler le déficit à un moment.
Mais pour combler, ce n'est pas le problème numéro un. Le problème numéro un, c'est le creusement des inégalités sociales et c'est la question de la récession économique. Si on prend le problème par la dette et qu'on dit que pour résoudre la dette, il faut réduire les dépenses publiques. C'est comme ça qu'on l'aborde généralement. Mais on oui, peut mais se dire, non. Parce qu'on ne pense pas recettes. Pardonnez-moi, parce qu'on ne pense pas recettes. Oui, mais la question des recettes, elle est fondamentale. Elle est fondamentale, y compris pour combler les déficits publics. Donc, on ne fait pas... Ben oui, non, mais le problème, c'est la relance de l'activité. Et nous pensons au Front de gauche que cette relance de l'activité, elle passe par le partage des richesses et par la transition économique, c'est-à-dire, la transition écologique. Ah oui. Et donc, la transition économique, il faut la faire également. Et donc, pour mener cette bataille du partage des richesses et de la transition écologique, il faut changer de modèle de développement. Et il faut donc une main, en effet, assez ferme face à Angela Merkel, mais qui n'est pas le seul point d'appui. Je veux dire, l'Europe, c'est pas simplement le tête-à-tête entre l'Allemagne et la France. Il y a des points d'appui en Europe, et je crois que c'est là aussi qu'il faut puiser de l'énergie. Je précise que Jean-Claude Juncker, pardonnez-moi, je vous donne la parole dans un instant, mais je veux en tout cas exercer un premier tour de table. Voilà. Je précise que Jean-Claude Juncker vient d'annoncer que la zone euro avait l'intention inébranlable de garder la Grèce en son sein. Je rappelle qu'il préside l'Union monétaire, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'Eurogroupe. Justement, Marielle de Sarnez, dans la continuité de ce qu'ils viennent de dire les uns et les autres, entre Hollande et Merkel, qui soutenez-vous sur la question de la croissance ? Je pense qu'il faut une relation plus équilibrée entre la France et l'Allemagne, probablement que ces derniers mois ou que ces dernières années. Et puis qu'il ne soit pas uniquement non plus dans le franco-allemand, parce qu'on a besoin d'une Europe plus large, donc il faudra refonder une Europe plus politique, plus communautaire. Là, on n'a fait que de l'intergouvernemental depuis plusieurs années et c'est pas forcément formidable. Et relation plus équilibrée, parce qu'on a eu le sentiment ces derniers temps qu'au fond, la France suivait la position allemande. C'est-à-dire qu'on se demandait même s'il y avait une position française qui était défendue. Alors moi, je crois une chose, qu'il faut que la France défende une position, que Angela Merkel défende la sienne, c'est tout à fait normal, et que, évidemment, il y aura des compromis. Parce que, évidemment, la solution, ça sera de faire les deux à la fois. C'est-à-dire, ça ne peut pas exonérer la France des efforts qu'elle a à faire sur sa dette et sur son déficit, et en même temps, il faut une Europe qui soutienne la croissance. Et je pense qu'évidemment, on arrivera à ce compromis-là tôt ou tard. Est-ce que c'est une bonne chose à vos yeux que François Hollande fasse pression pour plus de croissance? Voilà. Mais je crois que c'est bien et que c'est intelligent qu'on ait une politique de croissance en Europe, en même temps qu'on fasse attention à la dette et au déficit chez nous et qu'on est obligé de faire les deux à la fois. Et moi, je fais partie de ceux qui, il y a 2 ans et demi, ont regretté les stratégies qui ont été prises, par exemple, à l'égard de la Grèce. Je pense qu'on aurait dû donner plus de temps aux Grecs. Je pense qu'emprunter de l'argent pas très cher pour leur prêter de l'argent très cher, ça alourdit évidemment la dette grecque et que c'est pas très subtil. Je pense que pas avoir de politique, de stratégie au fond, de donner de perspective au peuple grec, c'est quelque chose qui ne va pas. Et donc il faut qu'on fasse les deux à la fois. Noël Mamère, le risque de voir la Grèce sortir de la zone euro, même si Jean-Claude Juncker vient de dire que l'intention inébranlable était de garder ce pays au sein de cette zone, faisait dire à Daniel Cohn-Bendit vendredi dernier qu'il redoutait un coup d'État militaire dans ce pays. Est-ce que vous aussi vous êtes inquiet? Oui, bien sûr, parce que je pense que si l'Europe n'est pas capable de garder la Grèce dans l'Union européenne, alors qu'elle ne représente que 2% de la richesse de l'Europe, c'est que l'Europe commencera à disparaître et qu'elle signera les premiers actes de son décès. Et donc je pense qu'aujourd'hui, l'avenir de l'Europe ne se joue pas simplement à Berlin, il se joue aussi à Athènes. Je voudrais quand même rappeler que nous avons une responsabilité collective. Donc nous avons eu en quelque sorte pendant des années, depuis 1974, c'est-à-dire depuis la fin des colonels, nous avons, des colonels à Athènes, en Grèce, nous avons une sorte de responsabilité collective qu'on pourrait appeler la complicité du silence, qui doit être aujourd'hui remplacée par la solidarité du sauvetage. Et moi j'entends quelques doctes ministres de l'économie, comme le ministre allemand, M. Schabel, qui nous dit finalement si la Grèce revient au drachme, c'est pas grave. Si, ce serait extrêmement grave. Je rappelle que l'Allemagne a prêté plus de 15 milliards d'euros en sachant pertinemment ce que les Grecs en faisaient, que la France en a prêté 12, ce sont les 2 pays de l'Union européenne qui ont prêté le plus d'argent à la Grèce, que la France, comme l'Allemagne, vend beaucoup d'armes à la Grèce. Je vous rappelle que le budget militaire de la Grèce, c'est 4% du PIB de la Grèce, c'est 2,5 chez nous en France. Et ce sont des marchands d'armes français et des marchands d'armes
allemands qui ont contribué à l'armement de la Grèce. Et je me souviens de ce que disait le président de la République, M. Sarkozy. Mais vous êtes en train de nous dire qu'on a contribué à ruiner la Grèce en lui vendant des armes? Non, nous avons contribué à la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Et qui aujourd'hui est en train de payer? Évidemment, le peuple grec. Le peuple grec, ce n'est pas l'Église grecque qui ne paie pas d'impôts. Le peuple grec, ce ne sont pas les armateurs qui ne paient pas d'impôts. Le peuple grec, ce n'est pas l'armée qui a le budget le plus important. Vous savez quel est le montant de l'évasion fiscale en Grèce? 280 milliards d'euros. 280 milliards d'euros. Alors si on veut résoudre ce problème, alors effectivement, il faut se lancer dans ce qu'on appellera, nous les écologistes, un nouveau traité d'Athènes qui passera à la fois par la mutualisation d'une partie des dettes publiques avec ce que l'on appelle les eurobonds, et puis la croissance. Mais la croissance, c'est fait pourquoi? C'est fait, par exemple, quel contenu vous voulez donner à la croissance? Construire des voitures? On sait qu'il y a plusieurs constructeurs automobiles de trop en Europe et au-delà de l'Atlantique. Non, nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut effectivement une croissance qui passe par de l'investissement dans les grandes infrastructures, qui passe par un grand emprunt soutenu par la BCE, et dans la transition, non pas la transition écologique, je pense que ça ne parle pas beaucoup aux gens. En revanche, si on leur dit transition énergétique, alors là on comprend mieux. Et pourquoi comprend-on mieux? Parce qu'aujourd'hui, l'Union européenne, les 27 pays de l'Union européenne dépensent 488 milliards d'euros pour importer principalement du pétrole et du charbon. Le pétrole, la dépendance de l'Union européenne aux énergies fossiles, c'est 54%. Si on se sort petit à petit de cette dépendance, par exemple en consacrant 1,5% de notre PIB par an, eh bien nous arriverons à maintenir ce qui est l'exigence de l'Union européenne, à savoir la réduction, la division par 2 de nos gaz à effet de serre. Dernière question sur ce thème, Florian Philippot, vous qui êtes opposé au traité de discipline budgétaire, est-ce que vous soutenez la démarche de François Hollande? Non, ça vous fait rire. J'ai peur demain que François Hollande, comme l'a fait continuellement Nicolas Sarkozy pendant son quinquennat, aille en fait chercher ses ordres auprès de Mme Merkel. C'est ce qui va se passer. Parce qu'on nous joue un petit numéro de il faut rajouter la croissance, le mot croissance, une ligne sur la croissance dans le traité, puis ensuite on pourra le signer et le ratifier. Mais tout cela, c'est quand même du cinéma, parce que je me souviens, ça me rappelle Lionel Jospin quand il est devenu Premier ministre en 97, il faut quand même se souvenir qu'il nous avait expliqué pendant toute sa campagne, je refuserai le traité d'Amsterdam, pas question, si je suis Premier ministre, etc., la France ne l'acceptera pas. Il a mis 3 semaines pour l'accepter. Voilà. Et puis le rapport de force n'est pas le même, et là on a un nouveau président qui vient d'être élu. Oui, enfin, je ne pense pas que le Parti socialiste soit connu pour être un grand réformateur de cette Union européenne-là. Il a toujours soutenu cette Union européenne-là, il a toujours soutenu les traités européens, il a dit oui à la Constitution européenne en 2005, il a aidé à ce que d'ailleurs le traité de Lisbonne passe contre l'avis des Français. En 2008, c'était l'initiative de Nicolas Sarkozy, mais les parlementaires socialistes ont permis cette adoption scandaleuse d'ailleurs par le Parlement de ce traité. Donc ça n'est pas la solution, bien évidemment. Et on voit bien qu'on est là dans une comédie qui ne mènera à rien, parce que ce sera toujours la même politique qui sera menée, et une politique qui conduit à la ruine. Parce que je rappelle quand même que depuis un peu plus d'1 an, on a eu je ne sais plus combien, c'est difficile maintenant même de les compter, de sommets européens de la dernière chance, où Nicolas Sarkozy à chaque fois sortait tout sourire, Angela Merkel aussi, pour nous dire j'ai sauvé l'euro, la Grèce, l'Europe, le monde, la France, etc. C'était Superman. Et puis à chaque fois ça retombait. Et puis pendant la campagne présidentielle, on nous a expliqué qu'il n'y avait plus de crise. On nous a même dit, il est là en photo Nicolas Sarkozy, il nous a même dit fin mars, la crise est derrière nous, je le cite. Et le Parti socialiste n'a pas beaucoup parlé de la crise pendant cette campagne. Nous seuls avons dit rien n'est réglé. Absolument rien n'est réglé. Et ce qui va se passer, c'est le pire des scénarios. C'est le scénario qu'on a toujours redouté. Si rien ne change, c'est-à-dire qu'on va jeter la Grèce comme ça, sans préparation, hors de l'euro. Et là, ce sera le drame absolu. Parce que nous avons toujours dit, il faut préparer ensemble, entre partenaires européens et le couple franco-allemand, un rôle essentiel à jouer. La fin d'une expérience ratée qui s'appelle l'euro. Je ne comprends pas que la sortie de la Grèce vous inquiète, alors que vous prenez vous-même la sortie de l'euro. Non, ce qu'on préconise, c'est une fin organisée, c'est d'anticiper l'inéluctable. C'est d'éviter le chaos, justement. Et là, on se dirige vers le chaos parce qu'on a eu des élites qui ont mis leurs mains devant les yeux comme ça, qui ont eu des œillères idéologiques et qui ont toujours ces œillères idéologiques et qui nous disent non, l'euro c'est forcément très très bien, ça va se maintenir, on va trouver une solution, il suffit de faire et de voter des plans de renflouement en permanence, d'aggraver notre propre dette pour payer celle des autres, et puis on va s'en sortir avec des plans d'austérité. Ben non, ça c'est la ruine des peuples, c'est la ruine des modèles sociaux, c'est la destruction des modèles sociaux, des salaires et des retraites, et ça ne sauve absolument rien. Et on voit que pendant ce temps-là, il n'y a pas de croissance. La solution c'est la croissance. Mais la croissance, ce n'est pas un mot.
La croissance, c'est le changement de modèle économique. Et le changement de modèle économique, ça passera notamment par un protectionnisme raisonné pour réindustrialiser ce continent et réindustrialiser la France. Mais tant qu'on refusera d'aborder ces vrais problèmes de fond, alors on fera du blabla, on fera des discours de campagne, mais on n'ira pas au fond des problèmes et on ne pourra pas trouver de solution. Deux précisions chiffrées auprès de deux d'entre vous avant qu'on passe, on pourrait dire, aux questions de politique et notamment aux alliances, aux législatives et notamment à l'entrée à l'Elysée demain de François Hollande. Bruno Le Maire, vendredi, la Commission de Bruxelles a annoncé un déficit français plus lourd que prévu. Est-ce à dire que le gouvernement avait enjolivé la situation? Non. Elle a surtout annoncé, la Commission, que les prévisions de croissance ne permettraient pas de réduire les déficits suffisamment et qu'il faudrait des réductions de dépenses publiques en France pour revenir à l'équilibre, ce que nous avons toujours plaidé. Si je peux revenir vous parle déficit, hein, oui, bien sûr. Voilà. Si je peux revenir sur 2 ou 3 remarques. Il est prévu par la Commission à 4,2 en 2013 au lieu de 3%. À 4,2 le déficit. Oui. Ils avaient prévu également au début de l'année 2012 un déficit à 3,7 environ que nous avons su réduire. Donc je crois que les prévisions, ce sont les prévisions. Il y a des efforts qui ont été faits. Il y a eu un déficit public au début de l'année 2012 plutôt meilleur que ce que nous attendions. Maintenant, la solution, c'est réduction de la dépense publique. Ce n'est pas l'orientation qu'on prend pour le moment. Et c'est ensuite des efforts, innovation, recherche et croissance. Et une question à Harlem Désir, elle aussi chiffrée. La même Commission européenne a revu aussi la croissance à la baisse. Du coup, il manque 25 milliards au projet de François Hollande. Vous faites comment pour tenir vos promesses ? Oui, mais Monsieur le maire essaye de faire comme s'il n'était pas comptable d'un bilan, parce que François Hollande, il va être président de la République demain. Mais la Commission européenne, j'entends bien, mais ma question, c'est vous faites comment quand il vous manque 25 milliards du jour au lendemain, si je puis dire. Il manque 25 milliards pour respecter l'engagement de faire 3% de déficit en 2013, alors que le gouvernement sortant de Monsieur Fillon, auquel Monsieur le maire appartenait, avait juré ses grands dieux qu'on ferait 3%. Simplement, ils ont allégé l'ISF, ils ont maintenu un certain nombre de cadeaux fiscaux, et du coup, bah oui, il y a 25 milliards de déficit en plus de ceux qui avaient été annoncés. Donc d'abord, François Hollande a dit qu'il attendait avec beaucoup d'intérêt le rapport que la Cour des comptes va remettre au mois de juin pour que toute la clarté soit faite sur l'état réel de nos finances publiques. Deuxièmement, ça veut dire qu'il y a du sérieux budgétaire. Il faut évidemment que chacune des dépenses nouvelles qui va être engagée, il va y avoir, vous le savez, le contrat de génération pour qu'on garde des seniors dans l'entreprise mais qu'on puisse embaucher des jeunes. Il va y avoir des mesures pour l'allocation de rentrée scolaire, oui, c'est très important. Nous allons revenir sur une hausse de la TVA sociale qui était injuste, mais de l'autre côté, il faudra le compenser par un certain nombre de recettes nouvelles. Je n'en citerai qu'une, mais l'allègement du barème de l'impôt de solidarité sur la fortune que vous avez accordé, qui coûte environ 2 milliards d'euros, ce sera supprimé. Oui, les plus grandes fortunes, les plus hauts patrimoines seront mis à contribution. Deuxièmement, pardon, Monsieur le maire, je vous ai écouté. Oui, mais je n'ai pas dit des mensonges. Je vous laisserai réagir, mais simplement, vous engagez des dépenses supplémentaires massives sur l'allocation de rentrée scolaire, sur le retour à la retraite à 60 ans. Comment pouvez-vous dire à ceux qui nous écoutent ce soir que l'allocation de rentrée scolaire, c'est indigne? Mais est-ce que vous savez ce que vivent les Français? Est-ce que vous savez que un de vos amis, l'ancien médiateur de la République, que vous avez supprimé pour en faire un espèce de magma qui s'appelle le défenseur des droits, nous expliquait que 15 millions de Français ne savent pas comment finir le mois à 40 € près. Et vous trouvez que l'allocation de rentrée scolaire qui va être augmentée, c'est trop? Mais pour qui vous nous prenez? C'est exactement notre différence. C'est exactement la différence. C'est exactement la différence entre beaucoup mieux, ça. Ça, c'est clair. C'est que vous pensez. Attendez, juste pardonnez-moi. Il vous a posé une question. Il lui a posé une question. Laisse Bruno Le Maire répondre. Et après, je vous demande d'être synthétique, vous aussi. C'est la différence entre vous et moi, Noël Mamère. Vous étiez raisonnable jusqu'à maintenant. Vous avez la générosité facile avec les contribuables français et avec l'argent public. Eh bien, vous avez les générosités faciles avec ceux qui sont les plus riches et qui pratiquent l'évasion fiscale. C'est la bonne décision à prendre immédiatement. Et vous engagerez systématiquement des nouvelles dépenses en distribuant de l'argent en veux-tu, en voilà. Alors qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses publiques. On laisse Harlem Désir. Si nous avions les moyens, les Français ne vivraient pas autant dans la précarité. Si nous avions les moyens d'augmenter toutes les allocations, mais augmentons le minimum vieillesse, augmentons l'allocation d'adulte handicapé. Mais que ne l'avez-vous fait?
personnes fiscale pour les handicapées, plus riches. augmentons l'allocation de rentrée scolaire. Vous mettrez la France dans le mur. Il paraît que vous deviez faire de l'année 2011 l'année de la dépendance. Qu'avez-vous fait pour Noël Mamère pour faire cela. Voilà. D'accord. Et il y a vous avez beaucoup vendu d'exemples aux comme ça. Français des promesses que vous ne pourrez pas tenir parce que nous nous retrouvons dans une situation budgétaire. Arlem Désir répond rapidement, ensuite Clémentine Autain et Marielle de Sarnez, s'il vous plaît. Allons-y. Monsieur le maire, il a Rapidement, toujours- parce toujours que trouvé les l'émission moyens file vite. pour multiplier les exonérations fiscales, les niches pour les plus favorisés, mais jamais effectivement pour venir en aide aux ménages modestes et à celles et ceux qui en avaient besoin, aux petites et moyennes entreprises. Il n'y avait pas de moyens pour les grandes entreprises, il y avait toujours des L'augmentation de moyens, l'allocation etc. d'adulte handicapé, qui l'a Deuxièmement, fait si on veut sortir de cette crise de surendettement, les exemples ont été donnés, y compris la Grèce, on pourrait parler de l'Espagne. Il ne suffit pas de dire on va réduire les dépenses publiques, parce que dans un certain nombre de pays, on a imposé des plans de réduction des dépenses publiques, et pourtant, le déficit continue à augmenter. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de croissance. Et c'est d'ailleurs l'alerte que vient de lancer la Commission européenne. Donc oui, nous allons engager un débat avec l'Allemagne, avec les autres partenaires européens, pour créer des outils qui soient favorables à une relance de l'activité, de la croissance vous ne voulez en pas Europe. réduire les dépenses publiques. Aujourd'hui, Je réponds à la remarque de Clémentine Autain. même Si ça ne dérange pas ni Clémentine Autain, ni Arlem Désir, que les Français payent leurs impôts pour soutenir la Grèce qui, elle, ne lève pas l'impôt, comme Je vais cela a vous été citer un dit, exemple, monsieur le maire. ni La sur taxe les sur les transactions internationales. Monsieur le maire. Noël Mamère, attendez. Moi, ça me dérange. La solidarité européenne. J'aimerais que nos téléspectateurs puissent nous suivre. Je dis Vous simplement- terminez votre Je phrase. termine simplement mon argumentation. Qu'on soutienne les Grecs, oui. Mais qu'ils fassent des efforts eux aussi pour recouvrer l'impôt. La solidarité, oui. La gabegie avec l'argent des Français, non. On a compris. Clémentine Autain. Il faut quand même rappeler que le quinquennat de Nicolas Sarkozy a commencé par une mesure phare qui s'appelle le paquet fiscal et qui a été donc un cadeau fiscal fait aux plus riches. Voilà votre conception de la redistribution des 2012, richesses. Mais non, mais c'est ça le votre paquet conception de la fiscal a été redistribution revisité et des modifié richesses, c'est de profondément. prendre l'argent à ceux qui produisent des richesses pour le donner aux rentiers. C'est ça votre logique et nous sommes profondément opposés. Vous posiez la question tout à l'heure de savoir Voilà. où on trouve 25 Vous m'avez milliards. dit on a une idée, nous. Vous devriez, je vous recommande de lire le programme du Front de Gauche, qui est un best-seller, 400 000 vendus, et à l'intérieur, vous trouverez des mesures fiscales. Par exemple, je ne prendrai que deux exemples. Vous posez 25 milliards d'euros. Les 14 tranches que nous proposons de créer, en fait de créer 9 tranches supplémentaires aux tranches existantes, c'est déjà 20 milliards d'euros. Révolution fiscale qui permet de dégager 20 milliards d'euros. Taxer le capital à même hauteur Donc que ce le sont travail. des impôts purs. Taxer le capital, c'est une imposition graduée pour ceux qui gagnent de l'argent, beaucoup d'argent. Vous savez que la taxe pour les hyper riches à 75%, elle est bien, elle permet de toucher un certain nombre de foyers, mais très peu. Et ce qui importe, c'est de taxer progressivement entre la tranche des 45% que veut créer le Parti Socialiste et celle des 75%. Quand on gradue, on arrive à 20 milliards d'euros. 50 milliards d'euros pour taxer le capital à même hauteur que le travail. On peut dégager 50 milliards d'euros. Je ne dis pas que dans la révolution fiscale, il y a toutes les clés qui nous permettent de répondre à l'ensemble des problèmes qui sont posés, mais il y a des marges substantielles à dégager et qui peuvent être dégagées rapidement. Marielle de La Sarnez qui voulait politique de intervenir. l'extrême gauche, Clémentine Alors, Autain. ça vous recommencez avec l'extrême gauche. Monsieur le maire, je ne suis pas l'extrême gauche. L'extrême gauche ou le front de gauche, pour moi, la différence est très ténue. Simplement, c'est la phrase de Mélenchon, il faut faire les poches aux riches. Taxons à 100% les riches et tout ira mieux. Ne faisons pas croire ça aux Français. Vous irez dans Pourquoi le vous mur ne voulez pas en faire faisant croire aux croire Français aux que le Français, partage des il richesses suffit. est un projet Et Marielle de juste. Sarnez aimerait bien C'est notre s'exprimer. différence démocratique. Ça, c'est sûr. Vous pensez que la redistribution attendez, un des instant. richesses est la priorité. Moi, je pense que la priorité de la répartition France, des- c'est la création de richesses et la création d'emplois. Redistribuons d'abord ce que nous avons su créer comme Bruno Le Maire, Donnons s'il vous à plaît. ceux qui créent les richesses la rétribution de ce pourquoi ils créent. Nous sommes du côté de ceux qui produisent des richesses. Et le monde tel qu'il délire aujourd'hui avec ce capitalisme devenu fou, c'est que ceux qui travaillent gagnent de moins en moins par rapport à ceux qui sont les rentiers, qui sont les détenteurs du capital. Comme vous Et c'est ce supprimez dysfonctionnement les exonérations de fondamental charges qu'il sur les faut heures remettre. supplémentaires, vous allez effectivement Vous savez retirer très de bien 400 qu'il y à a 500 euros 20 à 6 points. millions Merci. d'ouvriers Vous savez- en France en supprimant cette Vous exonération. savez très bien qu'il y a s'il vous plaît, 20 points de PIB Marielle qui de sont Sarnez passés prend la de parole. la poche des salariés à Marielle, la poche des actionnaires en 20 ans. Merci, allez-y, voilà. Non, je voulais simplement dire, pas en conclusion, mais pour dire quelques mots sur ce débat. Au fond, je pense que les difficultés commencent pour François Hollande peut-être plus rapidement qu'il ne le pensait lui-même. Et que les dernières prévisions, notamment de la Commission européenne, ne sont pas de très bonnes nouvelles. Prévision effectivement d'un déficit à 4,2 au lieu de 3% l'année prochaine. Bon, tout ça ne va pas forcément dans un sens favorable et positif. Donc autant moi je soutiens l'idée qui était celle de François Hollande pendant la campagne, que oui, on a une nécessité d'avoir un accompagnement européen de la croissance. Mais cela ne nous exonère en rien des choses que nous avons à faire chez nous.
nous-mêmes, ici, en France, et que toutes les questions, au fond, de la dette, du déficit ou de nos difficultés, ou de l'emploi, par exemple, des questions du chômage, ne pourront pas se régler par la simple réforme fiscale. Je veux dire, c'est bien d'avoir une fiscalité juste et progressive. C'est extrêmement important qu'elle soit juste et progressive. Mais en même temps, ça ne réglera pas tous les problèmes. Et le faire croire aux Français, c'est-à-dire faire croire aux Français que simplement en imposant davantage ou en chargeant davantage, on va régler la question, ça n'est pas vrai. À la vérité, il faut, pour régler la question de l'emploi et du travail, produire davantage, produire français, mettre fin à notre déficit du commerce extérieur. Nous avons la même monnaie que l'Allemagne, mais nous sommes déficitaires et l'Allemagne, elle, au contraire, a un commerce excédentaire. Et donc, ce sont des efforts à faire chez nous pour produire de la richesse et produire de l'emploi que nous aurons à faire dans les semaines, les mois et les années qui viennent. Florian Philippot, puis Noël Mamère, et on passe à autre chose. Allons-y. Oui, je voulais réagir à ce qu'on vient d'entendre. Quoi que vous entendiez, merci. Voilà, ce qu'on vient d'entendre, parce que combien de temps va-t-on continuer à avoir ces échanges? C'est-à-dire qu'à chaque alternance, la gauche dit « Ah oui, mais j'ai le bilan de la droite qui était catastrophique, donc je ne pourrais pas faire grand-chose. » Et puis la droite arrive au pouvoir et nous dit « J'ai le bilan de la gauche. » Je connais la réponse. Tant que vous n'aurez pas convaincu une majorité de Français que vos idées sont meilleures. Voilà, bien, et aussi peut-être tant qu'on n'aura pas un mode de scrutin démocratique à l'Assemblée nationale, par exemple avec la proportionnelle, comme 23 pays de l'Union européenne sur 27, parce qu'il y a peut-être aussi un problème à ce niveau-là, mais on en reparlera dans l'émission, je pense. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas continuer comme ça, parce que là, on n'aborde pas les questions de fond. Puisque vous nous dites à gauche, Parti socialiste et le Front de gauche, oui, les plans d'austérité, ce qu'on impose au peuple, c'est épouvantable, etc. Mais vous l'avez soutenu aussi, vous êtes abstenu à l'Assemblée nationale. Quand l'UMP a fait passer... On a soutenu l'aide à la Grèce, on n'a pas soutenu les plans d'austérité. Oui, mais il n'y a pas de contrepartie à l'aide à la Grèce. C'est même pour cette raison qu'on s'est abstenu. Il n'y a pas de contrepartie, vous le saviez très bien qu'il y avait des contreparties. Il fallait une croissance et qu'on sortirait pas ni la Grèce, ni le Portugal, ni les autres pays de leur crise s'il n'y avait pas de solidarité. C'est-à-dire baisse des salaires, c'est-à-dire baisse des pensions, c'est-à-dire baisse de 22% du SMIC grec. C'était dans le paquet. Vous ne pouvez pas dire « Ah, je ne sais pas ce que j'ai voté ou je me suis abstenu sur l'aide, mais par contre, je ne savais pas qu'il y avait des contreparties ultralibérales et antisociales. » Vous le saviez très bien, et ça, c'est pas très honnête de ne pas le reconnaître. Alors, le Front de gauche... On va pas recevoir des leçons d'honnêteté du Front National, qui, lui, est pour le chacun pour soi, chaque nation qui essaie de s'en sortir toute seule. Je crois que vous, personnellement, vous n'êtes pas bien placé pour donner des leçons d'honnêteté, et qui pense s'en sortir toute seule dans le monde de demain. Ça marche pas. Ne donnez pas de leçons d'honnêteté, vous, monsieur Désir, personnellement. Mais le Front de gauche... Pareil, vous nous dites, nous on va faire la révolution, etc. Mais vous allierez, vous avez soutenu ça. Monsieur Mélenchon, il a été ministre de Lionel Jospin, il a été sénateur socialiste pendant 20 ans, il a été au Parti socialiste, il a même voté oui, il a fait campagne pour le oui au traité de Maastricht. Donc tout ça, vous en êtes responsable, vous aussi, de ce que vous appelez l'hypercapitalisme ou l'ultralibéralisme qui fait des ravages aujourd'hui. Donc les débats de fond ne sont pas abordés parce qu'on est dans un discours assez mensonger, assez électoraliste. Là, on est à quelques semaines de l'élection législative. On sort d'une campagne qui, quand même, s'est fait largement sur le cynisme électoraliste. Et je pense que l'entre-deux-tours a été un feu d'artifice, un bouquet final de cynisme électoraliste. On a sorti le drapeau français, la nation, la protection, pour essayer de draguer les électeurs de Marine Le Pen. Mais évidemment, ça n'a pas pris parce que ça n'était pas sincère. Alors, je pense qu'il est temps d'aborder les questions de fond. Il est vraiment temps, parce que gauche-droite, ce métronome infernal, ça ne mènera à rien. Les questions de fond, c'est le modèle économique. Je vous fais gentiment remarquer qu'à ma connaissance, vous souteniez Jean-Pierre Chevènement en 2002. Oui. Donc on peut évoluer dans une vie politique. Il n'a pas dit oui, il a dit non au traité de Maastricht, Jean-Pierre Chevènement. C'est pour vous dire que tout le monde peut avoir des évolutions assez conséquentes. Non, je crois qu'on est assez nombreux d'ailleurs de chez Chevènement être venus chez Marine Le Pen parce qu'il y a une grande cohérence républicaine, une grande cohérence sociale et un attachement effectivement au cadre national. Mais il faut aborder ces questions du protectionnisme économique, aborder la question du modèle économique et notamment la question de la dépense publique. Il y a une bonne dépense publique, celle qu'on a saccagée pendant 5 ans, la santé, l'armée, la police, la gendarmerie, l'éducation, mais il y a une mauvaise dépense publique qu'on n'attaque jamais et qu'il faudrait attaquer. Je pense au coût de l'immigration, au coût de la fraude sociale, au coût de l'Europe. Vous parlez d'économie. Vous savez qu'on donne 20 milliards chaque année à l'Union européenne, elle nous en rend 13 seulement. Aide de la PAC comprise. Ça n'est pas normal qu'on perde 7 milliards au passage. Ça, c'est une économie, par exemple. Noël Mamère, s'il vous plaît, de façon concise. Je veux qu'on tourne la page. Il y a un nouveau quinquennat qui commence demain et vous êtes tous concernés, ne serait-ce que parce qu'une bataille législative va s'engager. Oui, nous sommes d'autant plus concernés que François Hollande a eu raison dès sa prise de fonction, avant qu'elle devienne officielle demain, de consulter les responsables européens, parce qu'il a fait comprendre au peuple français qu'on ne résoudrait pas les problèmes de la France si on ne résout pas d'abord les problèmes de l'Europe. Et donc ça va tout à fait à l'encontre de ce que vient de dire M. Philippot. J'ai entendu aussi le président de la République se fixer un échéancier, c'est-à-dire réduire les dépenses publiques de 100 milliards sur 5 ans, en agissant sur 2 piliers. 2 tiers sur les dépenses publiques et puis 1 tiers sur ce que disait tout à l'heure Clémentine Autain, c'est-à-dire augmenter les impôts sur toutes les formes de rente. Je l'ai entendu
parlait du contrat de génération et en particulier de la priorité donnée à la jeunesse. Bon, aujourd'hui, la jeunesse est dans une situation, la jeunesse française est dans une situation très grave, très précaire. 20% des étudiants aujourd'hui ne peuvent pas se soigner. On est passé à 75% de contrats précaires, c'est-à-dire de CDI à des CDD, et on a à peu près 17% de chômage de la jeunesse en France. Donc ça pose le problème de la formation, ça pose le problème, comme l'a dit Madame de Sarnez, de la facilitation de la recherche. Ça pose aussi, pardonnez-moi Monsieur Philippot, le problème des étudiants étrangers et de la manière dont on va faire de la France un pays qui ne se recroqueville pas. Ça pose aussi le problème effectivement de la compétitivité, nous l'avons beaucoup perdu, et ça c'est pas un problème européen, c'est un problème de facilité de relancer le réseau des petites et moyennes entreprises. Alors on cite l'Allemagne souvent comme un exemple, mais je rappelle que l'Allemagne, elle n'a pas eu besoin du traité de Maastricht pour qu'aujourd'hui il y ait beaucoup de précaires, que par exemple 1/5 des habitants de la ville de Berlin sont des mal logés, qu'il y a aujourd'hui à peu près 25% de la population, c'est-à-dire 7 millions de gens qui vivent, qui sont des travailleurs pauvres, en Allemagne aussi. Et Monsieur le maire, qui connaît bien l'Allemagne, ne me démentira pas si je lui dis que, par exemple, la situation d'un certain nombre de banques est particulièrement catastrophique. Et moi, l'écologiste, je vous dirais aussi que le réseau de transport de l'énergie en Allemagne est particulièrement défectueux. Et si on regarde, comme on l'a dit tout à l'heure, un grand plan d'investissement sur la transition énergétique, ce sera un des outils de ce que nous appelons la croissance verte ou le Green Deal ou le New Deal vert. Alors, demain, l'investiture, on va évoquer ensuite les alliances gouvernementales. Harlem Désir, la cérémonie de François Hollande sera, dit-on, extrêmement sobre, sans amis, sans famille. Est-ce que c'est encore de l'anti-sarkozysme ? Je fais tout le contraire pour montrer que avec moi c'est différent. Il y a un très grand contraste entre la semaine qui vient de se dérouler et celle qu'on avait vécue il y a 5 ans. C'est un François Hollande qui s'est immédiatement mis au travail. Ça ne nous a pas échappé. Voilà, qui en même temps a voulu rester un président citoyen, proche des gens, accessible, et peut-être que les Français découvraient avec bonheur un président qui à la fois continuait à venir les saluer simplement dans la rue et qui en même temps peut-être partageait leurs idées. Ils avaient peut-être un peu perdu l'habitude de ça, mais qui tout de suite s'est mis au travail avec tous les contacts européens nécessaires pour préparer dès son entrée en fonction les conditions d'une relance de cette construction européenne qui est bien en panne, les conditions aussi de répondre aux attentes des Français. C'est vrai que sur l'emploi des jeunes, sur la rentrée scolaire, sur la recréation d'un certain nombre de postes à la rentrée et sur la formation des maîtres pour réussir cette rentrée de septembre 2012, même si elle a été... Tout cela est très sérieux. On parle de la cérémonie d'investiture. Oui, je vous dis, les enfants peuvent être présents, ça ne sera pas un drame, vous voyez. Elle sera sobre et en même temps, cette journée va être très symbolique puisqu'ensuite, vous le savez, François Hollande a choisi d'aller rendre hommage devant la statue de Jules Ferry, un des fondateurs de la République, qui est aussi le fondateur de l'école de la République, à Marie Curie, qui est un symbole justement de la façon dont la France a su accueillir des gens venus de l'étranger, puisqu'elle s'appelait Sklodowska, qu'elle était polonaise, et qu'avec Pierre Curie, ils ont été deux des grands savants qui ont fait honneur à notre pays, qui lui ont permis de rayonner. Et puis ensuite, il y aura l'accueil à l'Hôtel de Ville de Paris, et on propose à toutes celles et tous ceux, aux Parisiens, mais bien au-delà, qui veulent venir saluer le président de la République, qui sera accueilli par Bertrand Delanoë, de se retrouver devant cet Hôtel de Ville. Avant de donner la parole à Noël Mamère, juste une chose, c'est sur Jules Ferry, il incarne l'école républicaine, bien entendu, mais pas uniquement. Le colonialisme, c'est lui qui a dit à propos de l'Algérie, il faut que les races supérieures s'imposent aux races inférieures. Je vais donner la citation exacte. 28 juillet 1885, je répète qu'il y a pour les races supérieures un droit, parce qu'il y a un devoir pour elles. Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures. C'est pas pour ça que évidemment, avant qu'elle réagisse, je veux juste savoir ce qu'en pense l'ancien président de SOS Racisme. Eh bien, heureusement que c'est pas pour ça que Jules Ferry est resté dans l'histoire et que donc il a aussi eu un parcours et qu'il a été ensuite un héros de l'universalité des droits de l'homme. Donc vous choisissez dans Jules Ferry. Et qu'il est celui qui a fondé cette école qui accueille tous les enfants, d'où qu'ils viennent, pour en faire des petits citoyens. Apparemment, ça chatouille un petit peu Noël Mamère et éventuellement Clémentine Autain. C'est pour votre question sur la séance d'inauguration, enfin d'investiture du président de la République. Moi, je pense à un historien qui s'appelait Kantorowicz, qui avait fait la théorie sur les deux corps du roi. C'est-à-dire qu'on a un Sarkozy qui n'est plus président, qui a mêlé sa vie privée à la vie publique et qui l'a payé chèrement et très durement. Je pense que François Hollande a tout à fait raison de séparer les deux corps du roi, du président. Oui. C'est-à-dire ne pas mélanger sa famille, ses amis et sa fonction qui n'ont rien à voir. Et juste une petite nuance que j'ajoute, on parle de première dame de France.
Je rappelle que les femmes des présidents n'ont pas été élues au suffrage universel et que cette expression de première dame de France ne rappelle les théories du Verger sur la monarchie républicaine. Alors, Clémentine Je suis vraiment bien d'accord avec Noël Mamère sur quel est le rôle de la Première Dame de France. Pour moi, il n'y a pas de rôle de la Première Dame de France. Laissons-la tranquille. Et voilà, on a élu un président de la République. C'est à lui de faire le travail et sa famille, le reste, ne nous concerne pas. Enfin, je veux dire, c'est important quand même cette césure. Je la trouve saine. Sur Jules Ferry, alors, le climat général vous convient, si j'ai bien compris. Ce climat-là, oui, sur j'ai ça, bien. Voilà. Et sur Jules Ferry que c'est important. Sur Jules Ferry, oui, évidemment, ça me chatouille. Voilà, j'entends la partie qui veut être mise en valeur et très bien. Rendons à Jules Ferry. Rendons à Jules ce qui lui appartient. Ouais, bon, en tout cas, ce que choisit Harlem Désir. Il faut reconnaître que dans le climat actuel, où on a un Front National qui est élevé, qui fait valoir des thèses xénophobes, où on a aussi une histoire à travailler. Je veux dire. Xénophobe. Oui, xénophobe. Quand on a une histoire. Sur quel sujet? Quand on a une histoire à travailler. Sur le colonialisme, et il y a encore du boulot. On est dans une société où on n'a pas totalement digéré ce passé-là. Je pense que c'est une faute de goût et qu'il aurait pu trouver quelqu'un de plus, voilà, de plus exemplaire. Voilà, je pense. Pour démarrer, je trouve que ça Bruno fait un Le peu Père, c'est lié aussi à ce qui se jouera demain. Dominique de Villepin, avec qui vous avez longtemps travaillé, a jugé ce matin sur France 2 que François Hollande avait l'étoffe d'un président de la République. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Question simple, réponse simple. Réponse très simple. L'histoire montrera si, oui ou non, François Hollande a l'étoffe d'un président de la République. C'est face au mur qu'on voit le maçon, comme on dit. Donc nous jugerons aux actes. Ensuite, moi je suis formidablement heureux de voir le tableau idyllique qui a été fait par tous les participants à cette émission des premiers jours de François Hollande. Il est formidable, il est ouvert, il est généreux, tout le contraire de ce qu'était Nicolas Sarkozy comme président de la République. Bon, c'est extraordinaire. On peut aussi voir les choses différemment. Ne vous lancez pas là-dessus, parce qu'on pourrait aussi comptabiliser le coût du transport de M. François Hollande de Tulle à Paris si on entre sur ce terrain qui, à mon avis, n'intéresse pas les Français. Simplement, un président de la République qui vous dit « je suis ouvert, généreux, je veux rassembler la France » et qui fait une cérémonie d'investiture en invitant exclusivement les anciens premiers ministres socialistes et pas les anciens premiers ministres de la droite républicaine et du centre, moi personnellement ça me choque. Je vous le dis tranquillement, sereinement, ça ne correspond pas à l'idée que je me fais du rassemblement du peuple français. Vous trouvez qu'il fait de la fermeture à sa cérémonie d'investiture? Je dis juste que lorsqu'on se prétend rassembleur, bien rassembler, c'est pas rassembler que le Parti socialiste et ses amis qui se répartissent les places et les postes et qui sont légitimement heureux de pouvoir les occuper, c'est rassembler aussi à l'ensemble des forces républicaines du pays. Pour moi, c'est ça le rassemblement. Ensuite, au-delà de cette journée qui est importante, bien entendu, je crois que chacun a compris la gravité de la situation en Europe, la gravité de la crise économique et financière, la gravité de la situation en Grèce et la gravité de la situation de la France. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est simplement qu'on rétablisse les comptes publics, qu'on évite des promesses devant lesquelles les Français vont déchanter très rapidement. Parce que oui, j'aimerais pouvoir vous dire, Noël Mamère, qu'on puisse aider toutes les familles de France à faire des rentrées scolaires plus facilement. J'ai 4 enfants, je suis comme n'importe quel Français, je sais ce que coûte une rentrée scolaire. Je vous dis juste que distribuer de l'argent public, des allocations de rentrée scolaire à hauteur de près de 400 millions d'euros, quand on ne sait pas exactement ce qui va pouvoir en être fait, et quand on se dit qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses, les Français risquent de déchanter. Et je vous dis Bruno Le Maire, l'esprit de suite c'est bien, mais l'esprit d'escalier c'est mieux. Nous sommes passés à autre chose. Si vous lui répondez 10 minutes après à sa dernière provocation... Je ne passe pas à autre chose. Je ne passe pas à autre chose. C'est simplement que ce tableau idyllique de la passation de pouvoir, où tout va bien, dans le meilleur des mondes, nous sommes tous rassemblés et unis, alors que le Parti socialiste et François Hollande adoptent une attitude dans laquelle on refuse que l'ensemble des partis républicains soient représentés à la cérémonie d'investiture. Moi, j'appelle pas ça quelque chose de républicain et d'ouvert. Monsieur le maire, beaucoup plus important et beaucoup plus intéressant, plus significatif sur la démarche de François Hollande, c'est qu'il a invité tous les responsables des confédérations syndicales. Ces syndicats qui ont été vilipendés par Nicolas Sarkozy entre les deux tours. Ces représentants des corps intermédiaires qui étaient présentés comme... Dont certains ont appelé à voter François Hollande. Il les a tous invités, pas simplement ceux qui avaient pris position. Les syndicats toutes les organisations syndicales, la démocratie sociale pour François Hollande, c'est très important. Que les partis donc il n'y a pas du tout un tableau idyllique, on ne fait pas croire qu'il n'y a pas de problème, mais on dit que pour réformer la France, pour apporter des réponses à notre pays, on le fera en dialoguant avec les forces socialistes. Les partis politiques sont moins importants pour vous
que les syndicats. C'est votre choix, ça n'est pas le mien. Passons vite à autre chose, avec une dernière réaction sur l'investiture, et ensuite j'ai une question à Marielle de Sarnez, sur le rôle des centristes. Oui, bon, l'investiture, écoutez, on verra bien. Là, la question essentielle, c'est tout de même de voir que moi, l'arrivée de François Hollande, on ne peut pas se mentir, on ne peut pas dire qu'il y a eu une liesse populaire extraordinaire et c'est un vote d'adhésion formidable, c'est 1981 ou je ne sais quoi. C'était essentiellement et d'abord un vote sanction contre Nicolas Sarkozy qui avait beaucoup trahi. Il n'y a pas de vote d'adhésion pour François Hollande. Et on voit bien d'ailleurs que c'est comme si il s'était rien passé. C'est comme si on avait changé finalement de Premier ministre ou même de ministre, malheureusement, parce que moi j'ai une conception plus haute du président de la République dans la 5e République. J'ai une conception assez gaulienne des choses, mais bon, là, ça ne se passe pas comme ça. Et je veux dire que moi j'ai été assez choqué. Il y avait eu le Fouquet, il y avait eu le yacht pour Nicolas Sarkozy. Là, il y a eu la soirée quand même de la Bastille, où tout de même on n'a presque pas vu de drapeau français. On a vu beaucoup de drapeaux étrangers. On a vu beaucoup de drapeaux qui démontrent quand même la poussée d'un communautarisme. Vous rejoignez Monsieur Copé. Non, moi je l'ai dit il y a longtemps et j'ai été, comme beaucoup de Français, choqué par cette soirée parce que j'aimerais que pour l'élection du président de la République française, on voit des drapeaux français. Je crois que c'est pas trop demandé. Je crois pas que ce soit nationaliste ou xénophobe ou chauvin de dire ça. On a vu des dizaines de milliers de personnes. Oui, mais là, c'est symbolique. Ça fait sur toutes les semaines de la campagne des centaines de milliers de personnes. À la fin de chacun des meetings de François Hollande, chanter la Marseillaise, toute génération confondue, toute origine confondue, chanter la Marseillaise formidable. Avec François Hollande et vous et Monsieur Copé, vous voyez juste 3 jeunes avec quelques drapeaux étrangers. Écoutez, franchement, si vraiment il y a quelque chose qui a démontré cette campagne, c'est d'abord que les Français ont adhéré à la campagne de François. On nous avait dit qu'il n'y aura pas de participation, il y aura une abstention record. Il y a eu du monde dans les meetings, il y a eu un taux de participation très important, notamment d'ailleurs dans les quartiers populaires de banlieue, ce qui montre que voilà des jeunes générations qui veulent participer à la construction de la nation citoyenne. Il y a eu une passion pour les débats télévisés sur Twitter. Tout le monde s'est passionné pour ces débats et aujourd'hui, derrière François Hollande, c'est vrai qu'il y a une très grande espérance de redressement. Ça devrait vous faire plaisir, de redressement de notre pays, redressement moral, redressement républicain, redressement économique et industriel. Voilà ce qu'ont signifié les meetings de François Hollande. On a compris. Et vous terminez sur les symboles. Vous le citez, il n'est pas très bien placé pour parler de ça, puisqu'on a vu les mêmes scènes en 2007 à une moindre échelle, c'est vrai, mais tout de même, et en 2002 de manière très visible, c'était la même situation, ce qui prouve que le communautarisme, qui est quand même anti-républicain, progresse très fortement dans notre pays. On en est au domaine des symboles et quelques jours plus tard, le 9 mai, on nous mettait partout des drapeaux européens pour cette soi-disant fête de l'Europe, qui est la célébration de la déclaration Schuman sur le charbon quand même, il faut le savoir. Voilà ce que c'est que la fête de l'Europe. Où est le drapeau national ? On en est au symbole. Moi, j'ai été choqué par cette soirée-là et j'espère qu'on ne revivra plus jamais ça et qu'on mettra en place les mesures concrètes et la politique concrète pendant ce quinquennat pour mettre fin à la poussée du communautarisme et réinstaurer partout, dans tous nos quartiers, dans tous nos territoires, la loi de la République. Ça, c'est un enjeu essentiel qu'attend le président de la République. Marielle de Sarnez, on va parler rassemblement politique et notamment ce qui concerne votre famille et votre formation. C'est Vincent Paillon qui s'est prononcé hier pour un grand rassemblement des progressistes qui, au-delà du Parti socialiste, pourrait inclure les démocrates de François Bayrou. Votre ami Jean-Pierre Levade appelle aussi la gauche à ouvrir au centre, aujourd'hui dans le journal Le Monde. Est-ce que ça peut marcher et est-ce que vous y êtes favorable? Est-ce que vous le voulez vous Moi, aussi? je suis favorable à ce qu'il y ait une grande force centrale importante élue à l'Assemblée nationale aux prochaines élections législatives. Je pense que c'est extrêmement important pour plusieurs raisons. D'abord, on va rentrer dans une crise difficile et donc on a besoin de forces qui soient une force d'équilibre, une force responsable, une force qui ne soit pas en opposition systématique et une force qui sache influencer en bien, peut-être, dans le bon sens, l'action gouvernementale. Et puis je crois qu'on a besoin de ne pas laisser perdurer le face-à-face droite-gauche, gauche-droite, qui va, dans le moment de crise qu'on va vivre, à mon avis, ne pas forcément porter bénéfice pour les Français. Quand on vous ouvre une porte comme ça, est-ce que vous avez envie de rentrer dans tous les sens du terme? Je ne sais pas ce que ça veut dire ouvrir une porte comme ça. Moi, je suis au centre. Je ne suis pas à gauche, je suis au centre. Et donc, j'ai besoin que ce centre, au fond, soit entendu et une force au Parlement. Vincent Paillon dit qu'il faut ouvrir aux centristes. Vous ne l'entendez pas ou ça ne vous intéresse pas? Vincent Paillon, il dit à ses amis socialistes, attention, ne soyez pas peut-être sectaires et sachez être des rassembleurs. Bien, écoutez, si François Hollande est un rassembleur pour le peuple français, je trouve ça très bien. Je pense qu'on a besoin d'un président de la République qui soit quelqu'un qui réunisse, rassemble, plutôt que
affronte ou divise. Je pense que c'est très important dans les moments difficiles qu'on va vivre. Mais ça ne veut pas dire pour autant que je rallie. Je ne fais pas, on ne parle pas de ralliement. C'est pas un gros mot, moi, dans ma bouche. Vous savez, je semblais toujours penser qu'un ralliement est quelque chose de honteux. Moi, je vous la politique, ça se fait de temps en temps en se mettant d'accord autour de la table. Donc, on se met d'accord autour de la table quand on est d'accord sur les objectifs et quand on partage les mêmes objectifs d'un même programme, ce qui n'est absolument pas le cas. Et donc, je pense que pour le pays, c'est très important qu'il y ait une force centrale. Ça, ce et sont vos députés à l'Assemblée. Dans toutes les circonscriptions du centre pour la France, porteront cette idée-là aux élections législatives prochaines. Et vous continuez donc de ne pas vouloir être ministre, comme vous l'avez affirmé régulièrement. Vous savez que c'est à cause de vous qu'en fait, ils ne peuvent pas s'allier avec les centristes, les socialistes en ce moment. Ben, bien entendu. C'est surtout que... C'est la pression que crée le Front de gauche qui empêche ce type d'alliance. Tant mieux si c'est le cas. J'espère qu'il y a d'autres ressorts quand même. On peut dire à cause Marielle de ou Sarnez grâce. vient de dire que je ne suis pas de gauche. Vous semblez penser que c'est grâce à vous. Moi, je vous dis, mais Marielle de Sarnez vient de dire que je ne suis pas de gauche. Ça me paraît un argument suffisant pour dire que le MoDem ne participe pas à un gouvernement de gauche. Ça me paraît quand même. Les centristes ne se reconnaissent pas dans la majorité présidentielle. C'est pas parce que François Bayrou a dit à titre personnel je vote pour François Hollande que les centristes pour autant se reconnaissent dans le projet présidentiel et dans la majorité présidentielle. Donc il est normal qu'aujourd'hui on ne se pose même pas la question de savoir si les centristes doivent participer au gouvernement. Visiblement, certains se la posent au Parti socialiste. J'ai une vision un peu différente de celle de Noël Mamère. François Bayrou, mais c'est le débat démocratique, Noël Mamère. François Bayrou, il a fait un choix qui est clair. Oui. Il a appelé à voter François Hollande. Donc il appartient désormais au camp du Parti socialiste, des Verts, du Front de gauche. Il a appelé à voter pour un candidat. Ce n'est pas un ralliement de mon point de vue, c'est par rapport à ses convictions un reniement. Et je le vois auprès de beaucoup d'électeurs. Il a fait ce choix à titre personnel, monsieur le maire. Je connais votre réponse, Marielle de Sarnez, mais moi j'entends simplement beaucoup d'électeurs centristes, parce que le centre, ça existe en France. C'est génial, comme vous parlez tous du centre, comme si vous étiez tous centristes. Mais un choix clair a été fait. Le choix au moment de l'élection la plus importante, qui est l'élection du président de la République, de se prononcer pour ou contre François Hollande. Chacun de ces choix est respectable. Mais une fois qu'on l'a fait, on s'y tient. François Bayrou a fait le choix de François Hollande. Oui, il est du côté de François Hollande. Et il n'est plus désormais, à mes yeux, le représentant. Il n'est plus à mes yeux le représentant du centre. Je vous entends, mais bien sûr qu'il est libre. Je dis juste, laissez Marielle de Sarnez répondre. Je veux répondre avec un sourire, parce que tous ces débats, c'est bien français, tout ça. Mais qui vous dit que vous êtes en capacité de dire, vous êtes du centre, vous n'êtes pas du centre? Qui êtes-vous pour parler comme ça du centre? Vous êtes du centre, Bruno Le Maire, vous êtes à l'UMP, assumez. Vous êtes à droite, assumez. Vous êtes sarkozyste, assumez. Tout va bien. Moi, je suis au centre. Et le choix que nous avons fait, eh bien, moi, je sais très bien où je suis. Et je sais très bien pourquoi François Bayrou n'a pas voté pour Nicolas Sarkozy. Et au fond, tout ça, c'est de la responsabilité de Nicolas Sarkozy. Et si Nicolas Sarkozy avait été un président différent, si Nicolas Sarkozy n'avait pas opposé les Français, si Nicolas Sarkozy n'avait pas cherché à antagoniser, si Nicolas Sarkozy n'avait pas tenu ce fameux discours sur les frontières, la fermeture des frontières, la sortie de Schengen, eh bien, M. Sarkozy, peut-être, ne serait pas battu aujourd'hui. Il a été battu par lui-même, M. le maire. Et vous n'avez pas du tout à dire qui a qualité ou pas pour être le centre. Le centre, je le représente, avec d'autres, mais pas vous. Marielle de Sarnez, je ne dis pas qui a qualité à quoi, je vous dis simplement une chose. Je sais où je suis. J'ai des adversaires que je respecte en face de moi, qui représentent le Parti socialiste, visiblement pour le ça, Front de gauche, ensemble, les Verts. Un long parcours commun. J'ai un adversaire sur ma droite. J'ai un adversaire sur ma droite. Vous n'êtes pas dans la majorité de Nicolas Sarkozy. Et vous pouvez être un homme qui vient du centre et du centre droit et vous prononcer pour quelqu'un qui n'est pas de cette famille politique à l'élection présidentielle. Je termine simplement mon argumentation. Moi, je sais où je suis. Je sais où j'habite, je sais quels sont mes adversaires, que je respecte, la gauche qui est en face de moi, l'extrême droite qui est ici, le Front National, et le centre qui n'est plus nulle part, Marielle de Sarnez, parce que le centre, le MoDem et François Bayrou a trahi ses convictions. Et vous êtes quand même Noël Mamère. Écoutez, moi je suis très fière qu'il y ait des gens comme François Bayrou qui aient dit les choses. Les plus profondes en disant je défends la règle d'or, je défends le retour à l'équilibre des dépenses publiques, mais je me rallie à François Peut-être que Nicolas Sarkozy aurait fait moins une bêtise pendant cette élection présidentielle, notamment vis-à-vis de l'Europe, si vous aviez dit quelque chose. Si les Européens s'étaient exprimés à un moment. Moi, j'aurais aimé vous entendre sur Schengen. Vous êtes soi-disant un grand spécialiste du franco-allemand, un grand Européen. Où étiez-vous?
quand M. Sarkozy tournait le dos à l'Europe. Alors écoutez, voilà, on va pas refaire la campagne présidentielle. Non. Dans l'ordre. Voilà le positionnement politique des uns et des autres. Sur l'Europe, là aussi, vous me dites que je n'ai pas de leçon de centriste à donner. Moi, je n'ai pas de leçon d'européanité à recevoir. Eh bien, écoutez, je pense avoir fait beaucoup pendant la campagne. pour le rapprochement entre la France et l'Allemagne, et je me suis toujours engagé. Vos désaccords sont sur très la clairs, puis je vous suggérerais de passer à autre chose. Monsieur le maire, notamment sur Schengen. Vous ne voulez pas nous dire pour qui vous avez voté au second tour? Parce que je ne vous ai jamais entendu le dire. J'ai pas voté pour Nicolas Sarkozy. Ça vous va? Est-ce que vous avez voté Hollande? J'ai pas voté pour Nicolas Sarkozy. Bien. Alors, vous voulez rentrer au gouvernement? Et moi? Oui. Non, moi je suis... C'est mon petit tour politique, là, si vous voulez. C'est une question Hop très là. intéressante. Elle vient de nous dire qu'elle en a... Marielle de Sarnez ne le souhaite Oui, pas. mais Moi, je voudrais j'ai savoir tout un tas de copains qui veulent y rentrer. Donc si on fait la somme de mes copains qui veulent entrer au gouvernement, plus des socialistes qui s'y voient aussi, je pense qu'il faudrait 3 gouvernements. Moi je suis très bien à l'Assemblée nationale. Et je me bats pour qu'il y ait un groupe écologiste à l'Assemblée nationale. Que vous présiderez volontiers. Que je présiderai volontiers si toutefois mes camarades l'acceptent. Voilà. Je pense que j'ai une certaine légitimité, une certaine expérience, mais je pense surtout, et c'est pas le jeu qui compte dans cette affaire, c'est que les écologistes peuvent devenir un groupe charnière. Car je doute que le Parti socialiste obtienne le 17 juin au soir une majorité absolue. Il aura donc besoin de s'appuyer sur les composantes de cette majorité présidentielle que nous construisons ensemble, avec les socialistes, avec le Front de gauche et avec les écologistes. Et ce groupe, il doit être un groupe de vigilance, il doit être un aiguillon pour la majorité. Il y a un accord qui a été passé entre Europe Écologie Les Verts et le Parti Socialiste, qui, M. Philippot d'ailleurs, prévoit l'introduction d'une dose de proportionnelle dans les prochaines élections, ce qui est juste, parce que notre poids... Vous savez que François Hollande a expliqué qu'il n'était pas tenu par cet accord. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit qu'il n'était pas tenu par la partie qui concernait le nucléaire, ce qui n'est pas exactement la même chose. Vous avez raison, c'est une partie du tout, mais c'est une partie très importante. Non, sauf qu'il a... J'étais en face de lui, donc... Certes, c'est une partie importante, mais précisément, je crois que c'est une figure de style qui s'appelle la métonymie, défendre la partie pour le tout. Mais je crois simplement de dire que l'accord électoral, il le respecte. Et ce que nous voulons, c'est qu'il y ait du respect, de la loyauté entre les partenaires de la majorité. Sinon, on ne pourra pas la construire. Donc vous me dites, le nucléaire, on s'en fout, ce qui compte, c'est l'accord électoral. Pas du tout. François Hollande a pris un engagement, c'est de faire passer de 75 à 50% la part du nucléaire dans l'alimentation électrique. Pour nous, c'est trop peu. Il prévoit la fermeture de Fessenheim. S'il ferme une centrale par quinquennat, il faudra 2 siècles pour sortir du nucléaire. Donc vous imaginez bien que l'on n'est pas d'accord avec cette orientation. Non. Et si on a un groupe écologiste à l'Assemblée, nous avons aussi aujourd'hui un Sénat qui est de gauche. Avec un groupe écologiste, eh bien, nous allons pouvoir peser sur le gouvernement. Dernière chose, sur le président. Vous ne voulez pas être ministre, j'ai compris. Est-ce que le fait qu'on cantonne si souvent les écologistes au ministère de l'Environnement doit être dépassé? Oui, prenons l'exemple des Allemands qui, en 1997, ont donné à l'Allemagne le plus grand ministre des Affaires étrangères de l'après-guerre avec Joschka Fischer. On nommait, et si Madame Voynet avait été nommée ministre de l'Agriculture et de la Consommation, vous imaginez ce qui se serait passé dans le pays. C'était Madame Renate Kunast qui était la ministre de l'Agriculture et de la Consommation. Et donc nous n'avons pas vocation à rester cantonnés uniquement dans les problèmes d'environnement. Encore que, il faut savoir ce que c'est que l'environnement. Si on a un grand ministère de l'écologie qui englobe l'énergie et les transports, à ce moment-là, ça vaut la peine. Et ça n'a jamais été le cas en France, puisque l'énergie a toujours été privatisée par EDF et le lobby nucléaire. Une réaction, Clémentine Autain, sur les entrées et les sorties au gouvernement? Est-ce que le Front de gauche, et est-ce que vous pensez qu'il serait une bonne chose qu'il y ait des ministres du Front de gauche dans ce gouvernement? Jean-Luc Mélenchon dit depuis le début qu'il ne veut pas y participer, mais je ne sais pas s'il engage toute sa famille. Vous avez l'air surprise par ma question. Non, de commenter, je pensais que vous me demandiez de commenter ce que vient de dire le Modem, les Verts, etc. Parlons du Front de gauche. Oui, très bien. C'est à vous de poser la question. Oui, le Front de gauche a dit depuis longtemps qu'il n'y avait pas les bases pour un accord politique et donc pour faire partie de la majorité. Vous verrez qu'après-demain, le Front de gauche ne sera pas dans le premier gouvernement de François Hollande. Il n'y aura pas de communiste au gouvernement? Là, dans ce premier gouvernement, non, je ne crois pas, non. Non, je vous le dis franchement. Je ne crois pas dire un scoop. Et dans le second... Pas d'insulte ni à mon intelligence ni à celle de nos téléspectateurs. Il y a un premier gouvernement, des législatives. Exactement, il y a des législatives. Sur les grands pôles, on peut imaginer que les ministres resteront en place, mais on peut imaginer qu'après les législatives, vous participiez à une coalition gouvernementale. Entre-temps, vous aurez remarqué qu'il y a des élections législatives. Oui, et oui, mais c'est important, on ne peut pas sauter par-dessus les élections législatives. C'est un rapport de force à l'Assemblée nationale qui est en train de
de se jouer. Et nous allons nous battre sur ces élections législatives pour faire en sorte que l'Assemblée nationale soit la plus à gauche possible pour permettre d'obtenir des conquêtes sociales. Ce qui est formidable pour nous, c'est que pendant 5 ans, nous nous sommes battus comme des chiens pour éviter le pire face à une droite très dure au pouvoir. Et maintenant que François Hollande a gagné et que nous allons avoir une majorité de gauche, nous allons nous battre pour obtenir des conquêtes sociales. Mais c'est pas gagné et il y a aujourd'hui 2 grandes orientations à gauche. L'orientation du Parti socialiste soutenue par Europe Écologie Les Verts et l'orientation du Front de gauche. Et à ce jour, l'une n'est pas soluble dans l'autre. Et quand j'entends les socialistes nous expliquer depuis des semaines que c'est à prendre ou à laisser, le programme du Parti socialiste, qu'il n'y aura donc pas de bouger, je suis absolument désolée, mais vous voyez bien que cela rend impossible pas, et donc vous ne pouvez pas évoluer, vous non plus. Ça rend impossible un accord gouvernemental. Nous serons constructifs. Nous sommes en passe. Soyons prudents, puisqu'on le dit à 7 heures. Nous sommes en discussion et ça a été tardif. Le Front de gauche a suggéré, mais le Front de gauche a suggéré depuis un moment d'avoir en effet un accord passé de toutes les forces de gauche dans les circonscriptions où il y a un risque Front National ou en tout cas un risque d'élimination de la gauche au 2e tour. Et c'est sur cette base qui concerne à peu près une 50aine de circonscriptions que nous discutons et que peut-être dans les 48 heures, si nous sommes optimistes, il pourrait y avoir un accord. Ça ne fait pas du tout un accord. Clémentine Autain, si je peux me permettre, moi je ne comprends pas très bien dans une circonscription que je ne peux pas citer. Je peux terminer, monsieur le maire. Il y a un accord vous répondrez après. PS. Et vous me dites en même temps qu'il n'y a pas d'accord Front de gauche PS. Il y a un accord potentiel dont nous sommes en train de discuter, qui à l'heure actuelle n'est pas signé, entre nos formations politiques pour faire en sorte que vous ayez toujours un adversaire de gauche face à vous au 2e tour. C'est ça notre objectif parce que nous avons des désaccords entre nous, mais alors il y a au moins un point sur lequel on est absolument d'accord, c'est qu'à l'Assemblée nationale, le moins vous serez, le mieux on va se porter pendant 5 ans. Il y a accord sur le désaccord. Sur le reste, il y a accord sur le désaccord. Nous sommes partis sous nos propres couleurs. Il y a un mode de scrutin qui est un mode de scrutin qui est défavorable aux formations dans une politiques. soupe politicienne invraisemblable. Mais c'est pas une soupe, c'est hyper clair ce que je suis en train de vous raconter. Non, enfin moi j'ai du mal à comprendre s'il y a accord ou s'il n'y a pas accord. Il y a un accord sur les circonscriptions dans lesquelles il y a un risque de ne pas voir la gauche au 2e tour, en capacité donc de battre la droite et l'extrême droite. Nous avons des divergences entre nous, mais nous sommes rassemblés pour vous éliminer le plus possible de l'Assemblée nationale. Pour Clémentine Autain, c'est limpide. Mais non, mais je crois que c'est... Non, mais vous voulez embrouiller... Il y a des soupes clairettes, il y a aussi des soupes Monsieur clairettes. Calvi, il ne comprend pas, laissez-moi donc expliquer davantage, puisque... Non, mais je pense que c'est suffisant. Honnêtement, j'ai très bien compris, moi. Bon, bah alors ça va, alors, monsieur le maire, j'ai une dernière question personnelle. Ça le chiffonne, peut-être. Et j'ai une dernière question personnelle, puisqu'à chacun d'entre vous, votre avenir nous préoccupe, si je puis dire. Harlem Désir, si Martine Aubry entre au gouvernement, qui la remplace comme premier secrétaire du Parti socialiste, et éventuellement, est-ce que vous postulez ? Ça semble une évidence pour beaucoup de... Il y aura un congrès du Parti socialiste. Mais ça vous tente, c'est pas compliqué de dire. J'ai de l'ambition de diriger mon parti, bon sang. J'ai jamais caché que pour ce qui me concernait, je venais de consacrer plusieurs années à seconder Martine Aubry à la direction du Parti socialiste. J'ai assuré l'intérim du premier secrétariat pendant les primaires, qui ont été une grande réussite. Et je suis évidemment prêt à continuer, si mes camarades le souhaitent, à les servir. Et notamment, merci de parce cette que réponse. Mon sort personnel, à mon avis, a assez peu d'intérêt pour les Français qui nous écoutent, mais notamment pour cette bataille des élections législatives qui sera conduite par le Premier ministre et par tout le nouveau gouvernement, parce que son enjeu principal à cette élection législative, c'est bien de donner une majorité large au nouveau président de la République pour qu'il mette en œuvre le projet sur lequel il a été élu par les Français. Il a reçu, c'est vrai, un mandat des Français sur ses engagements. Au 2e tour des élections législatives, les candidats de gauche se soutiennent mutuellement pour qu'il y ait toujours un candidat de nos familles respectives face à la droite ou à l'extrême droite. Mais c'est vrai que ce que nous allons rechercher, vous ne comprenez pas parce que vous êtes tout seul. C'est vrai que vous êtes isolé. À gauche, on a l'habitude de se rassembler. On est divers, mais on est solidaires. Non, vous ne rassemblez pas au gouvernement, vous ne rassemblez pas à l'Assemblée. Dans les circonscriptions. Il faut qu'il y ait demain à l'Assemblée nationale une majorité qui mette en œuvre ce changement, ce redressement économique, la banque publique d'investissement, les emplois d'avenir pour les jeunes, la suppression de la TVA sociale. D'ailleurs, s'il y avait une cohabitation, si c'était Monsieur le maire et l'UMP qui l'emportaient, eh bien, effectivement, il y aurait le rétablissement de la TVA antisociale de Monsieur Sarkozy, la suppression à nouveau de postes dans les classes à la rentrée, il n'y aurait pas la banque publique d'investissement pour les PME, etc. Il y aurait ce traité d'austérité que vous avez cédé à Madame Merkel. Donc, si on veut, j'appelle les Français
à se mobiliser, oui Disons les absolument, choses comme elles sont. si on veut que soit transformé en réalité le projet de François Hollande pour lequel ils ont voté, il faut demain lui donner une majorité à Même l'Assemblée votre nationale. ami, M. Guéant, a dit que la cohabitation, c'était Pas de pas ça. caricature sur notre projet. Nous nous battrons en tout cas pour gagner. Un instant. Quand on veut une bataille électorale, Les c'est pour législatives, l'emporter. nous y sommes. Florent Philippot n'a pas pris la parole depuis longtemps. Tout le monde est convaincu que vous allez faire élire des députés socialistes en provoquant des triangulaires. Est-ce que vous assumez? D'abord, je reviens quand même, juste un mot, parce que j'ai pas pris la parole, vous l'avez dit dans cette séquence. Quelle tambouille! Là, je ne sais pas si vos téléspectateurs ont compris ce qui s'est passé ce dernier quart d'heure, mais moi, pas vraiment. Entre une gauche qui nous a expliqué qu'il ferait des accords, mais pas des accords, mais on verra après, on ne sait pas trop. Puis à la fin, je suis sûr qu'on aura une belle gauche plurielle ressuscitée. La gauche plurielle avec les Verts qui auront peut-être un groupe, alors que vous avez fait 2% à la présidentielle. Et nous, Oui, peut-être mais 18% pas, alors qu'on a européenne. fait 18%, ce qui prouve quand même le caractère très antidémocratique de ce mode de scrutin qui serait bien temps de réformer, non pas avec une dose qu'on promet tous les 5 ans depuis 20 ans de proportionnelle, mais avec la proportionnelle intégrale, tout de suite, il faut le faire. Quant au front de gauche, vous vous rallierez, il y a déjà des accords, vous l'avez dit, en gestation. Je viens de dire à peu près l'inverse, mais je pense que les Si, il y a des- téléspectateurs ont on ne compris. peut pas citer de circonscription, mais il y a déjà des accords en Je pense que les gestation. téléspectateurs ont compris, en Et dépit vous de vous votre rallierez, capacité à essayer de... Vous vous rallierez et vous ferez cette politique que vous avez tant décriée avec des ministres probablement. Est-ce que Ah, vous avez des gouvernement. accords en gestation avec d'éventuels candidats UMP dans différentes circonscriptions? Non, l'UMP et le PS pourraient en avoir ensemble parce que c'est globalement la même politique. Nous, absolument pas. On n'est pas l'extrême droite. Là, il y a au moins 3 personnes qui ont parlé d'extrême droite. Il n'y a pas D'accord. d'extrême droite. Alors, L'extrême droite, c'est c'est ça. 1%, c'est Monsieur Calvi, groupusculaire. juste- Il y donc, pour répondre à a, ma il y a question. des patriotes, il y a des gens qui le aiment maire leur de pays. Marseille Il faut arrêter de a les dit qu'il insulter. était prêt à des accords avec le Front National. C'est vrai ou c'est pas vrai ça? Mais il a peut-être dit ça. J'ai mais lu c'est ça son dans la problème. presse de cet Non, après-midi. non, mais je donne les références. Ça comme- non, attendez. Ce serait bien Mais que Monsieur le c'est maire, leur vous nous disiez problème. comment vous vous situez dans ce débat interne annuel. Il va y venir dans un instant. Non, non, vous permettez. Arlène Désir. Florian Philippot va terminer son intervention et après nous interrogerons Bruno Le Maire. Merci. Je réponds à votre question. Je reviens à votre question de base. Est-ce que vous assumez de probablement faire élire des députés socialistes en provoquant des triangulaires? Voilà. Et ça, ce Je sont les soutiens la gauche. éléments de langage de l'UMP. C'est ce qu'ils vont nous sortir comme à chaque fois pendant les élections. Je rappelle quand même Alors que que c'est vous pas n'avez nous. pas d'éléments de langage, monsieur C'est Philippot, pas nous ça qui avons s'entend. fait entrer. On est responsable de ses actes en politique. Oui, mais c'est pas nous. L'UMP dira ça, mais c'est pas nous qui avons fait entrer des ministres socialistes au gouvernement. Monsieur Kouchner, Monsieur Besson, Madame Fadela Amara, etc., etc. Je vous parle des C'était législatives. Sarkozy. C'est pas nous qui appelons à chaque fois à voter socialiste contre le Front National au second tour. C'est toujours l'UMP. Et Nathalie Kosciusko-Morizet, qui était la seule porte-parole de Nicolas Sarkozy, a redit elle ferait voter socialiste. Pareil pour d'autres responsables, Monsieur Juppé, Monsieur Fillon, etc., Donc. etc. Donc, pas de cette accusation, s'il vous plaît. Mais Si c'est pas une Sarkozy accusation, c'est perd- une réalité sur laquelle je vous interroge pour vous demander si vous l'assumez. l'UMP perd, c'est parce qu'ils ont trahi leurs électeurs. Mais on aura probablement le Parti socialiste majoritaire à l'Assemblée et ce sera vraiment pas mieux parce qu'on aura la même Europe, les mêmes plans d'austérité, le même laxisme, etc. Alors l'objectif de ces législatives, c'est de faire entrer des forces nouvelles, un peu d'air frais. Vous avez en face Et le de- Rassemblement sur ces Bleu accords Marine, avec l'UMP. c'est un petit Alors. peu d'air frais parce que ça permettra de sortir quand même de ces majorités, de ce bipartisme unique, parce qu'on en est là, c'est un bipartisme unique. On fait semblant de s'écharper devant les caméras de télévision à l'Assemblée le mercredi, et en réalité, on vote ensemble les mêmes choses. On vote au Parlement européen. Dans 97% des cas, UMP et PS votent ensemble les directives européennes. Non, c'est une étude très sérieuse, ça, il n'y a aucun problème. Vous pourrez vérifier. Comme vos Donc, études sur il faut- l'immigration, c'est pas Très vrai, bien. pas Il aussi faut sérieux. enfin changer de politique, et pour cela, il faut s'offrir des députés du Rassemblement Bleu Marine. Je crois que c'est évident. Alors, on a commencé à évoquer la question il y a quelques instants, Bruno Le Maire. Il se trouve que dans les Bouches-du-Rhône, effectivement, le député marseillais Dominique Tian suggère de ne pas être la droite la plus bête du monde, je le cite, en bunkérisant le FN. Et le maire de Marseille, vous venez d'y faire allusion, Noël Mamère, affirme discuter avec tout le monde. Qu'en pensez-vous, vous, Bruno Le Maire? On n'est jamais la droite la plus bête du monde quand on défend ses valeurs, ses idées, ses convictions. Une fois encore, je sais où j'habite, quelles sont mes idées, quelles sont mes convictions. Je vous interroge Il y a- sur d'éventuels rapprochements Mais- locaux avec Les choses le sont Front National. extraordinairement claires dans mon esprit. Il y a d'un côté mes adversaires de gauche. Et on a vu quand même cette tambouille électoraliste difficilement compréhensible. J'ai peut-être l'esprit lent, mais j'ai toujours pas compris pourquoi il y a des accords au niveau des circonscriptions et pas d'accords au Mais niveau nous, du on respecte gouvernement. un certain nombre de valeurs, monsieur y a- le maire. Mais moi aussi, d'accord. moi aussi, monsieur Mamère. On est Alors, différents. monsieur On Mamère, peut qu'est-ce que peut-être cela faire de veut la dire, cuisine, monsieur mais on Mamère? respecte des valeurs. Qu'est-ce que cela On veut est dire, des monsieur transgresseurs. Mamère? Est-ce que vous êtes en train... Répondez à monsieur Calvi, Noël tournez Mamère. autour du pot. Eh bien, donc laissons-le répondre. Noël Vous nous Mamère, dites, monsieur vous ne me Mamère, que laissez l'accord pas. sur le nucléaire, c'est pas grave s'il est abandonné, Noël mais par Mamère, contre, tant qu'il y a vous le ne volet me laissez d'accord pas entre l'UMP terminer. et vous. Noël Mamère, si vous me On est laissiez... d'accord sur Bruno rien. Le Maire, Bruno Le Maire nous On répond. est d'accord sur rien. Merci. Arrêtez de Bruno Le Maire nous Oui, répond. je veux bien répondre à la question Voilà. le Vous, plus vous avez dit sereinement oui à la possible. Constitution européenne, lui aussi. Je pas moi. n'accepte pas
moi que M. Mamère puisse mettre en doute mes valeurs sur un plateau de télévision. Les vôtres que je remets en cause, c'est celle de votre parti, et vous ne voulez pas répondre à la question qui vous a été posée à M. Calvi, de la même manière que vous êtes resté taisant pendant que M. Sarkozy a transgressé un certain nombre de valeurs. Un peu de respect de votre adversaire politique. Je n'ai pas de leçon à recevoir de la part de Noël Mamère sur mes valeurs. Moi non plus. Alors maintenant, je vais pouvoir m'exprimer, si Noël Mamère m'en laisse le temps, sur la question qui m'a été posée. C'est quelque chose qui avait été résumé, je le cite, et vous allez nous dire si vous vous inscrivez dans cette continuité par Michel Noir en son temps, c'était en gros plutôt perdre une circonscription que son âme ou ses valeurs. Alors je voudrais savoir si ça s'applique au rapport avec le Front National. Le Front National fait 23%. Donc je sais de quoi je parle, Noël Mamère, et je sais quel risque je prends. Et je n'accepterai jamais des leçons de valeur de votre part. Moi, le risque que je prends, c'est de dire que le Front National est pour moi un adversaire avec lequel il n'y aura ni coopération, ni discussion, ni entente. Pourquoi? Oui, les choses sont claires. Et je pense que les électeurs, ils ont le droit à la clarté. Pourquoi? La première raison, c'est que nos idées ne sont pas les mêmes. Les idées du Front National sur l'Europe ne sont pas les mêmes. Je ne peux pas avoir été ministre de l'Agriculture pendant 3 ans, avoir défendu le budget de la politique agricole commune mordicus, et puis dire, tiens, je m'allie avec le Front National par intérêt électoraliste, uniquement parce que ma circonscription est en jeu. Je n'ai pas les mêmes idées sur l'euro. Oui, il faut garder l'euro parce que c'est la seule monnaie qui résistera au yen et au dollar et qui nous donnera la force suffisante. Revenir au franc, c'est tout simplement faire la ruine de tous les épargnants français. La deuxième raison, et elle est importante, la deuxième raison, monsieur Philippot, si vous pouvez me laisser terminer, la deuxième raison, vous avez fait la même politique. qui est tout à fait essentielle également, c'est que je ne m'allie pas avec un parti qui veut tout simplement la fin de mon propre parti. Je ne m'allie pas avec une Marine Le Pen qui a décidé la chute de Nicolas Sarkozy, et je ne m'allie pas avec un parti qui a dressé la liste noire des personnalités de droite, je cite, à abattre. Ce n'est ni mon vocabulaire, ni mes idées. C'est dans vos fantasmes. Je ne m'allie pas avec celui qui veut la faiblesse de mon propre parti. Alors je sais le risque que je prends, mais c'est un risque qui est un risque individuel. Mon destin dans tout ça n'a absolument aucune espèce d'importance. Moi, je me bats pour mes valeurs, pour mes idées, pour mes convictions pour la France, pour mes convictions pour l'Europe. Et c'est comme ça qu'on gagnera. Parce que vous dites Nicolas Sarkozy, on voulait l'abattre ou je sais pas quoi, mais prenez un peu vos responsabilités. Nicolas Sarkozy était plus digne que vous et plus digne que les lieutenants de l'UMP le soir de sa défaite. Il a dit « c'est ma seule responsabilité cette défaite ». Assumez vos responsabilités, faites votre autocritique, sinon vous n'avancerez pas. Dites pas il y a un bouc émissaire, c'est nous, c'est Marine Le Pen, c'est François Bayrou tout à l'heure, c'est je ne sais qui est responsable de la défaite de Nicolas Sarkozy. Est-ce que ça vous a effleuré l'idée que ça pouvait être Nicolas Sarkozy lui-même et ses ministres? Est-ce que vous êtes fiers de votre bilan en matière d'agriculture? Vous avez ruiné les paysans. Jamais les revenus n'avaient baissé autant. Vous pouvez dire que les revenus des paysans en 2009 et les revenus des paysans en 2012, monsieur Philippot? Il a un petit peu augmenté parce que vous pouvez me donner les chiffres exacts? Non, mais il s'est effondré en 2008. Vous pouvez me donner les chiffres exacts? Je vais vous donner les chiffres. En 2008, c'est moins 30%. En 2009, c'est moins 20%. Ensuite, c'est remonté un petit peu. Mais vous ne ferez pas croire que ça a augmenté. Ça a augmenté parce que je connais votre argument. Vous l'avez fait pendant toute la campagne, mais il est parfaitement faux et vous le savez très bien. Monsieur Philippot, les revenus des paysans étaient de 12 000 €, totalement insuffisants en 2009. Ils ont triplé grâce à notre politique en 3 ans. Je ne dis pas que c'est suffisant. Les paysans sont 3 fois plus riches qu'en 2009. L'excédent commercial agricole a triplé en l'espace de 3 ans. Et c'est la preuve supplémentaire que nous n'aurons jamais pas la même chose, l'excédent commercial et le revenu des paysans. Ils le savent très bien. Qu'ensuite, il faille écouter ce que nous disent les gens sur le terrain. Écoutez la détresse d'un certain nombre de personnes qui ne s'en sortent pas, qui trouvent que le travail ne rémunère pas assez par rapport à l'assistanat, qu'on aide toujours les mêmes et qu'on n'aide pas forcément ceux qui en ont besoin, qu'on écoute ceux qui ont besoin de sécurité, qu'on rappelle que la nation française est une grande nation dont on peut être fier, qu'on soit plus fort sur nos valeurs et sur nos idées, cela oui, et cela je le ferai haut et fort. En revanche, ni accord, ni entente, ni compromission avec un parti qui n'est pas Jean-Luc Mélenchon, attendez, sécurité et immigration, mais vous faites pire que Jospin. Je voudrais le noter, parce que entre M. Copé, qui est finalement sur la ligne de M. Longuet, de M. Buisson, de M. Pelletier, qui lui vient directement du Front National, c'est-à-dire qu'ils passent quand même leur temps à chercher la jonction avec les thèmes du Front National. Et puis vous, là, qui venez d'exprimer une position assez claire, je dois le reconnaître, c'est la confusion la plus totale. D'ailleurs, vous faites campagne en disant on fait campagne pour essayer de gagner. Outre le fait que vos propres maîtres gaullistes en
la matière disent que la cohabitation, ce serait vraiment la confusion, ce serait la crise politique qui s'ajouterait aux difficultés que connaît déjà notre pays. Vous seriez bien en peine de choisir un Premier ministre entre M. Copé, M. Fillon. Vous êtes tellement pris dans votre foire d'empoigne de 2017, en réalité, que vous êtes incapable d'apporter des réponses cohérentes aux besoins des Français en 2012. Donc je reconnais que c'est difficile. Nous-mêmes, nous avons connu cette situation après des défaites. Mais franchement, je pense que les Français ont eu l'illustration avec ce qui vient de se passer ces derniers jours et la contradiction entre ce que vous venez de dire et ce à quoi on a assisté de la part de M. Godin, qui est quand même vice-président de l'UMP et de beaucoup d'autres élus, du ministre de la Défense sortant, de l'incapacité totale dans laquelle d'apporter une quelconque cohérence face aux problèmes du pays. Et nous devons conclure cette émission qui est terminée. Non, excusez-moi. Je note simplement que le secrétaire général de l'UMP, Jean-François Copé, a une position qui est sans aucune ambiguïté sur le Front National. Aucune. Sauf que son slogan, c'est « Ensemble, choisissons la France ». Oui, c'est la continuité de la campagne de Sarkozy. Ça voulu Mme Barège, qui a parlé de préférence nationale. Elle n'a rien dit après les déclarations de Mme Noël Mamère, de François Hollande, qui dit lui-même « Choisissons la France ». Je pense qu'on pourrait s'entendre sur cette idée. Clémentine Autain, non, attendez, juste une question. Puisque Jean-Luc Mélenchon va aller défier, dit-on, Marine Le Pen sur ses terres à Hénin-Beaumont, là, très simplement aussi, si vous pouvez me faire... Pardonnez-moi. Elle y est depuis plus longtemps que Jean-Luc Mélenchon. Depuis quelques années, elle a été élue. Donc ne jouons pas. Non, mais elle habite à Saint-Cloud. Non, mais faisons attention aussi aux termes. C'est pas ses fiefs, c'est pas ses termes. Il y a un élu socialiste dans cette circonscription. Parfait. Je peux poser ma question à Clémentine Autain. Merci. À quoi ça sert ? À quoi ça sert à prolonger ce qui a été l'un des points importants de notre campagne, c'est-à-dire d'aller défier le Front National, d'affronter ce parti qui est un parti qui propose une solution, qui est de nous renfermer sur nos frontières, de désigner un ennemi central qui est l'immigré. Nous ne pensons pas que l'ennemi en France c'est l'immigré, nous pensons que l'ennemi numéro 1 c'est le monde de la finance. Vous voyez, ça fait une différence qui est fondamentale. Donc cette bataille, il faut la mener d'autant plus que le score du Front National à 18% à l'élection présidentielle, c'est beaucoup trop haut, que cette bataille doit continuer, qu'on s'est souvent senti bien seul dans ce combat qui est un combat qui concerne les valeurs de notre pays. Et je crois que Jean-Luc Mélenchon a une audace d'aller mener cette bataille, d'aller mener le fer dans cette législative. Je trouve ça courageux et je trouve que c'est important pour le Front de gauche. Ça dit aussi ce que nous voulons combattre fondamentalement. Moi, je vais quand même réagir parce qu'on est quand même concernés. Cet esprit, bien sûr, cet esprit de... On va avoir 4 semaines pour se dire franchement les choses. Mais en effet, l'extrême droite, et je l'appelle l'extrême droite, qui a une proposition politique qui est effrayante, qui est dangereuse pour le pays. Et nous voulons opposer à ces valeurs, des valeurs de partage, de justice, de solidarité. Je vous laisse réagir rapidement, s'il vous plaît. Moi, je trouve, et je pense que tous les Français aussi, assez pathétique, ce parachutage en terre de gauche. C'est pas très courageux. C'est une terre qui est à gauche depuis 80 ans. Il n'est pas allé non plus au Vietnam. Nous dire que Jean-Luc Mélenchon, qui a fait toute sa campagne avec une obsession, une seule, c'était Marine Le Pen. Mon seul objectif, c'est même pas un projet, c'est pas des idées, c'est pas une proposition, c'est de passer devant Marine Le Pen. Il l'a répété je ne sais combien de fois, il l'a injurié, il l'a insulté, il continue, il vocifère, il hurle en permanence, on n'a pas répondu heureusement. Et il s'est retrouvé 7 points derrière nous, donc il n'a pas remporté son pari. Et là, un peu comme un petit garçon revanchard qui n'a pas eu ce qu'il voulait, je vais aller voir Marine Le Pen dans sa circonscription, enfin dans la circonscription où elle est candidate, parce que vous avez raison, elle n'est pas députée sortant. Et je vais réessayer de la dépasser et puis je vais attirer surtout à moi quelques caméras parce qu'il est peut-être aussi en manque de médiatisation, Monsieur Mélenchon. Ne rabaissez pas le débat. C'est un côté pathétique et politique spectacle. C'est un débat. Et ça, c'est méprisant pour les électeurs et pour les habitants de cette circonscription. Vous êtes en train de rabaisser le débat, Monsieur Philippot. C'est un débat politique. C'est nous qui rabaissons le débat, mais vous avez vu, Monsieur Mélenchon. De haute volée. Nous sommes en désaccord complet à peu près sur tout. Personne ne vous croit, Madame Autain. Et sur le terrain, il va y avoir cette bataille politique pendant 4 semaines. C'est pathétique. Ça n'a rien de pathétique. Ce qui est pathétique. Il est ridicule. Et je crois que vous le savez vous-même, vous ne pouvez pas le dire, mais vous savez très bien, c'est le lieutenant, qu'il a fait là une erreur de stratégie. J'ai l'habitude de dire ce que je pense. Monsieur Philippot, j'ai l'habitude de dire ce que je pense, je vous assure. Jean-Luc Mélenchon, il est cela. Pathétique. Très bien. Vous trouvez ça pathétique. Clémentine Autain vous dit que c'est un combat qui doit être mené. Très bien. Et qu'il a raison de mener cette bataille. Il a raison de mener cette bataille. Et le Front de gauche est avec lui pour cette bataille.
Absolument. Mais Marine Le Pen fera une campagne, elle, de fond et sur les idées. Comptez pas sur elle pour répondre aux injures de Jean-Luc Mélenchon. C'est ce que vous venez de faire, là. Ma dernière On répondra question, pas à ces injures et à ces insultes. concernera Marielle de Sarnez. Que devient le MoDem si François Bayrou n'est pas réélu dans sa Il sera réélu circonscription? dans sa circonscription. C'est une circonscription très difficile, vous le Oui, savez. c'est une circonscription difficile. Les états-majors de partis à droite, à gauche ont fait preuve voilà, d'un certain sectarisme. Mais bon, je crois qu'au fond, les électeurs Vous sont trouvez assez que les socialistes grands. ont été ingrats? Mais François Bayrou, il n'a rien demandé. Donc je veux dire, C'est à au vous que je fond, pose la il a question. toujours eu, oui, mais je vous réponds, il a toujours eu un candidat socialiste et un candidat UMP dans sa circonscription, à chaque fois. Et à chaque fois, il a été élu parce que les électeurs lui ont fait confiance. Donc je forme évidemment le vœu pour que les électeurs continuent de lui faire confiance. On a besoin de lui, on a besoin d'hommes d'État de sa trempe et on a besoin d'honnêteté dans la vie politique française et de cohérence dans les convictions, ça me semble très important. Et on a besoin d'un centre fort au Parlement pour pas avoir cette espèce d'affrontement au fond droite-gauche ou pour pas avoir le seul parti socialiste qui est au fond tous les leviers et tous les pouvoirs. Je ne crois pas du tout à l'argument de la cohabitation et quand l'UMP dit on va gagner cette bataille, ça ne fait pas sens, ça se passera pas comme ça. Et quand on est un pays en crise, la cohabitation c'est un facteur extrêmement grave d'immobilisme. Par contre, il faut cette force centrale du centre, le centre pour la France, et ça sera ça pour nous l'enjeu des prochaines semaines. Merci à tous de votre présence.